3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi ? Le mercredi, vous avez l'habitude qui est le jour, sur ma chaîne YouTube, des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et ouais, évidemment, on a parlé des playoffs. Mais les playoffs, pour le regarder, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen ? Eh bien, c'est là qu'on va faire appel à notre sponsor du jour, le NBA League Pass. Bah ouais, parce qu'en ce moment, il y a une offre folle. C'est 17,99€ jusqu'à la fin des playoffs et jusqu'au début de la saison prochaine. Un truc de grand malade. Avec le League Pass, vous pouvez regarder les matchs où vous voulez, quand vous voulez, en direct comme en différé, avec même une option pour ne pas se faire spoiler. Vous pouvez voir les matchs en intégralité, en condensé, en résumé, et même avoir accès à tout plein d'archives. C'est vraiment un must-have pour tous les fans NBA que nous sommes. Aujourd'hui, là en vrai, j'ai beau prendre du recul, je ne sais pas du tout comment je ferais pour suivre la NBA avec autant d'assiduité sans cet outil. Alors si vous voulez tester ça pour un prix dérisoire de seulement 17,99€, mais aussi soutenir la chaîne, je vous invite à cliquer dans mon lien que vous trouverez dans la description. Mais bref, le League Pass, ça a beau être excellent, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler de la post-season, des playoffs et des joueurs qui ont marqué le début du premier tour. Le concept, je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quels sont les super-héros de ce début de playoffs en NBA en 2023 ? Aujourd'hui, je vais vous faire un live, je vais vous faire un contenu sur les héros de ce début des playoffs, ou plutôt mes héros de ce début de playoffs. Parce qu'en fait, je vais vous parler de 6 joueurs qui m'ont vraiment marqué, en bien. Je dis pas que je vais prendre les meilleurs, clairement pas, c'est pas mon but de prendre forcément les meilleurs, mais je vais surtout prendre ceux qui m'ont agréablement surpris. Soit parce que j'en attendais pas autant de leur part, soit parce que j'attendais qu'ils confirment, j'attendais quelque chose de précis, et jusque-là, en fait, ils l'ont fait haut la main. En gros, le terme me paraît bien, je cherchais comment l'appeler ce contenu, et finalement c'est mes héros des playoffs, comme si toute la saison là, un petit peu à la manière de Superman, ils étaient restés avec leurs habits en civil, ils étaient bons, hein, pas de souci avec ça, ou alors ils avaient réussi des missions qui avaient pas trop de valeur, parce que c'était des missions de saison régulière, mais on attendait que le meilleur moment de l'année arrive, c'est-à-dire les playoffs, et que là, à ce moment, ils sortent leur slip rouge, tout comme Superman, encore une fois, pour tout exploser. Donc cette sélection, clairement, elle est vraiment personnelle, parce que évidemment, elle se base sur mes propres attentes, on n'a pas tous les mêmes attentes, donc on sera pas tous d'accord avec cette sélection. Il y a aussi des joueurs que j'ai pas pris, pour des raisons différentes. Par exemple, un Nick Claxton avec les Nets, je l'ai trouvé héroïque, mais difficile quand même, je m'étais dit, de prendre un joueur qui s'est pris un 4-0 et qui s'est fait balayer. Après, pareil, j'aurais eu envie de mettre un Kawhi Leonard, mais sa blessure, je trouve, complique beaucoup les choses, même s'il a été énorme sur les 2 premiers matchs. Et après, voilà, il y a aussi, je vous le dis tout de suite, je spoil, mais il y a des mecs comme Curry, comme Tatum, comme Butler, comme Jalen Brunson même, ou Donovan Mitchell, qui sont excellents. Mais en fait, leur côté héroïque, je le connaissais et je l'avais déjà vu en playoff. Jalen Brunson avec Dallas, par exemple, l'année dernière, Donovan Mitchell plein de fois avec Utah. Donc en fait, ils m'ont moins surpris, ces gars-là, et j'ai fait le choix de pas parler d'eux aujourd'hui, parce que je voulais aussi un petit peu varier, je me dis, c'est bien de pas toujours parler des mêmes joueurs, et je voulais vraiment parler de mes coups de cœur, vraiment de ces héros coup de cœur. Donc certains de mes choix vont faire débattre, c'est sûr, mais c'est le jeu aussi, et mon but, moi, de toute façon, ça va être de les assumer, ces choix, et de vous expliquer pour quelles raisons je les ai faits aussi, et pourquoi je veux mettre en avant ces joueurs. Donc vous, de votre côté, vous me donnerez votre avis par rapport à ces choix. En fait, vous allez me dire si, à votre sens, les joueurs que j'ai choisis peuvent continuer sur le même rythme pour la suite, ou si c'est juste de la poudre aux yeux, et que finalement, ils vont fondre, enfin, leur niveau va fondre comme neige au soleil, soit pour la suite des playoffs, soit la saison prochaine, en se rendant compte que là, leur niveau, il est clairement en sur-régime. Donc perso, il y a certains joueurs auxquels je crois plus que d'autres, clairement, mais ça aussi c'est le jeu, et surtout moi j'ai envie de connaître votre opinion à propos de ces gars, donc voilà pourquoi je vais vous les présenter, ces 6 gars, et j'espère que ça va faire débattre. Et le premier héros dont je vais parler aujourd'hui, c'est Devin Booker. Alors je sais que j'avais dit que je parlais pas de joueurs comme Butler, comme Brunson, comme pas mal de joueurs, comme Curry, comme Tatum, parce que eux, je m'attendais à ce que ce soit déjà des super-héros en playoff, et on pourrait dire la même chose de Devin Booker. Lui, il a déjà fait des grosses perfs en playoff dans sa carrière, et ce niveau est pas surprenant. Mais de toute façon, moi, il fait quand même partie de mes coups de cœur, et il fait quand même partie des joueurs que j'ai décidé de classer parmi les super-héros, parce que mine de rien, j'avais des attentes envers lui, et ces attentes, il est en train de les remplir bien comme il faut. En fait, déjà, c'est le meilleur marqueur des playoffs, le meilleur scoreur des playoffs, et ça, c'est quelque chose de propre. Mais moi, je pensais que, avec l'arrivée de Kevin Durant à Phoenix, il y avait quand même des questions qui se posaient. Bien sûr qu'en termes de talent, on avait une équipe qui, d'un coup, avait beaucoup plus de ressources, mais toutes ces pièces, il fallait qu'elles arrivent à jouer ensemble. Et là, l'un de ceux qui aurait pu être pénalisé, en prenant peut-être moins de tickets shoot, par exemple, ça pouvait être Devin Booker. Bon, à la fois, je croyais quand même en lui et KD pour se compléter l'un l'autre. C'est 2 joueurs qui sont intelligents, et c'est aussi pour ça que j'avais parlé d'eux et que j'avais fait une petite mise sur Devin Booker
Booker notamment dans mes hot takes de la semaine dernière, que vous avez peut-être vu. Mais d'un autre côté, on le sait, ce qui semble pourtant fonctionner parfaitement sur le papier des fois, ça se matérialise pas toujours sur le terrain comme prévu. Et ça, pour moi, ça en tout cas, ça pouvait faire naître des doutes quant au niveau que Booker pourrait atteindre dans ses playoffs. Sauf que là, depuis le début de cette post-season, c'est que ce que j'ai apprécié, c'est que KD présent ou pas, on a un Devin Booker dans cette post-season qui est bien en train de montrer que le boss des Suns, c'est lui. Et l'arrivée de la post-season lui a clairement permis je trouve, de se super héroïser. Comme je disais, c'est le meilleur scoreur depuis le début des playoffs. Après avoir fait un premier match plutôt tranquille à 26 points, 26 points dans une défaite, on a un arrière qui est vraiment monté en puissance pour aller choper des wins avec une classe, je trouve, une propreté et une aisance qui sont absolues. Il a mis 38 points au match 2, il en a mis 45 ensuite au match 3, il est redescendu mais il a quand même mis 30 points au match 4, à chaque fois dans des victoires, sur ces trois matchs consécutifs. Moi je trouve ça propre. Non seulement il a des moyennes au scoring qui sont excellentes, mais son adresse, j'en parle même pas. En fait, son jeu, il est d'une justesse qui est complètement folle. Regardez ses chiffres. Plus de 57% au tir, plus de 43% à 3 points. C'est quand même assez dingo. En fait, le mec, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il semble prendre les shoots que les shoots qu'il faut prendre, en fait, que ce soit à 2 ou à 3 points. Et si on mixe cette bonne sélection avec sa parfaite connaissance de ses points forts aussi, de ses spots, à son adresse naturelle et sa capacité à sanctionner partout, on se rend vite compte des dégâts qu'il peut produire, Devin Booker. Après, c'est sûr que face à ces Suns, on a une défense des Clippers qui doit se passer de Paul George sur l'intégralité de la série, qui doit aussi se passer de Kawhi Leonard depuis le match 3, et bien sûr qu'ils n'ont pas 15 000 solutions, ils peuvent pas défendre sur tout le monde, ces Clips. Et vu le talent offensif dont dispose Phoenix, ils sont obligés de choisir leur poison. Et ça, clairement, Booker, il en profite pour poser de gros cartons parce que ça se voit que la défense des Clips est plutôt focus sur Kevin Durant. Mais n'empêche que moi je veux pas leur enlever parce que même décimés, je trouve que ces Clippers ils ont du cœur et mine de rien, malgré les absents, aucun match face à eux n'est une partie de plaisir. Voilà pourquoi je pense qu'il y a besoin d'un grand Devin Booker qui là sent l'odeur du sang et qui est en train de se surpasser. En fait, moi j'ai l'impression que quoi que les Clippers proposent, Book il trouve une solution. Et bien sûr, je le savais qu'il était capable, comme je disais tout à l'heure, d'enfiler son slip de super-héros comme ça. C'est pas la première fois qu'il est amené à faire ça. Cependant, après son duel perdu face à Doncic lors des playoffs de l'année dernière, et puis le remaniement profond même de cet effectif des Suns, moi j'avais besoin qu'il pouvait toujours être ce gars, qui pouvait se comporter en trompa, et qui pouvait vraiment porter son équipe sur les épaules, au moins au niveau du scoring. Et jusque-là, rien à dire, moi j'ai pas été déçu, tellement le mec il brille, et il score les points importants, même avec une facilité que je trouve déconcertante. Moi, je trouve que la façon qu'il a de diversifier ses tirs est assez folle, soit en créant pour lui, soit en profitant de son bon jeu off-ball. C'est cool qu'il sache faire les deux, avec des joueurs comme Chris Paul et KD qui l'accompagnent, et puis le spacing que provoquent ces deux gars aussi, lui il en profite à merveille. Ça lui donne énormément de positions de shoot ou d'ouverture de drive, et ça il saura les saisir pour punir les défenses adverses, et là pour l'instant ça se voit face aux Clippers. Et là ça de toute façon il le fait soit en scorant, soit en provoquant la faute, soit en faisant les deux en même temps grâce à un end-one. Et moi j'aime bien cette agressivité où justement il est obligé de... En fait, quand il attire les défenses, soit il va au bout parce que les défenses sont en retard parce qu'elles sont ailleurs et il provoque la faute, mais si ça se resserre trop vite, mais pas de souci parce que je trouve que c'est quand même un joueur qui est capable d'avoir une bonne vision de jeu, qui peut lâcher un bon nombre de caviar si son pote est mieux positionné que lui. Quand je disais qu'il fait les bons choix, moi je trouve que c'est assez flagrant, et vraiment je le répète, mais c'est un mec qui m'impressionne par sa justesse et sa maturité dans cette post-season. Alors oui, en carrière, il faut le noter, Booker a déjà mis 5 fois plus de 40 points en playoff, donc c'est pas si exceptionnel de le refaire finalement avec son match à 45 points de début de playoff, mais voir en fait qu'il peut encore atteindre cette barre avec un Kevin Durant à ses côtés, moi je trouve que ça a une vraie valeur, en tout cas à mes yeux ça en a. Donc c'est pour ça qu'il est mon premier héros du jour. Attention quand même, j'ai une petite réserve pour la suite, parce que moi je vais vous demander si les joueurs selon vous vont continuer à ce rythme, et il faudrait pas qu'il soit cramé trop vite, parce que même si du haut de ses 26 ans il est encore jeune, on voit qu'il joue 44 minutes quasiment par match en moyenne, et ça fait beaucoup. Donc le pire qui pourrait lui arriver, ce serait d'arriver cramé au deuxième tour, voire après, si les Suns se qualifient, c'est pas encore fait, mais en tout cas ils sont dans une bonne position pour ça. Donc moi j'aimerais bien qu'il en garde un petit peu sous la pédale pour une suite potentielle, le Devin, parce que son équipe va avoir besoin de lui. Mais bon, vu qu'en ce moment, le mec il a l'air d'avoir plus d'adresse, plus de vivacité, et surtout plus d'envie que n'importe qui sur le terrain, mon petit doigt me dit que ça pourrait continuer sur ce rythme pour la suite, même avec de la fatigue dans les jambes, et même en devant composer avec des défenses plus agressives que celles des Clippers, ou qui se concentrent davantage sur lui que ce que font les Clips actuellement. Et si en plus de ça on envisage que les automatismes avec KD se développent encore plus par la suite de ces playoffs, parce qu'aujourd'hui il y a encore quelques petits balbutiements, je trouve qu'il y a quand même pas mal de voyants qui sont au vert pour que mon premier héros de la soirée puisse continuer sur sa lancée.
Allez, maintenant on parle de De'Aaron Fox, et juste avant le live, on a appris qu'il s'était fracturé un doigt, et que même si potentiellement il pourrait peut-être jouer avec une attelle lors du match 5, il était complètement incertain, et c'était dommage, parce que bah voilà, si je le mets parmi mes héros des playoffs, c'est pas pour rien. Parce que je dois le dire, je m'attendais clairement à ce qu'il fasse des dingueries, ou plutôt je l'espérais, parce que j'aurais vraiment été triste, après la saison qui vient de nous pondre chez les Kings, si en playoff De'Aaron Fox avait de choc, et pourtant, bah, vu que jamais en carrière il était arrivé à ce stade-là de la compétition, il y avait quand même un monde où ça pouvait arriver qui passe complètement à côté, et on sait jamais comment les joueurs, même ceux qui vont afficher le plus de certitude, a priori comme Fox, qui en affichait pas mal, vont réagir face à l'intensité d'une série de playoffs. Et là, le meneur qui vient d'obtenir le premier trophée de Jerry West de l'histoire, celui qui récompense le joueur le plus clutch de la saison, mais moi je trouve qu'il a absolument pas tardé à confirmer que les grands rendez-vous, les grands moments, ça lui faisait absolument pas peur, au contraire même. Ces grands moments-là, ils semblent lui permettre de surpasser complètement. Dès le match 1, on a un gars qui a pris les choses en main vraiment, avec une perf à 38 points, une insolence qui était à couper le souffle, des shoots ultra décisifs aussi pour venir à bout des Warriors à domicile, et commencer une carrière de playoff avec une telle perf, il faut se rendre compte que c'est pas donné à tout le monde, parce que dans l'histoire, il y a que Luka Doncic qui a scoré davantage pour sa première apparition en post-season. Il a même réitéré au match 4, avec encore 38 points pour les Kings, même si l'issue fut moins glorieuse, parce que cette fois-ci Sacramento a perdu, et globalement, moi ce que je remarque, regardez, il a plus de 31 points par match, c'est que ces chiffres, ils sont vraiment excellents, et surtout, il continue à porter les Kings vers le haut, et en tant qu'équipe, ces Kings, même si maintenant Golden State est revenu à 2-2, ils peuvent toujours rêver d'éliminer les champions en titre pour se qualifier au deuxième tour, ils en sont capables, et ce serait un réel accomplissement pour une équipe qui a pas perdu un match de playoff depuis 2006, mais qui a pas non plus participé aux playoffs depuis 2006. En tout cas, qui avant le match 3 n'avait pas perdu un match de playoff depuis 2006. Non, ça c'est la petite joke qui sert à rien, mais qui me fait marrer. Mais ce qui est sûr, c'est que cette team, cette saison, elle fait kiffer offensivement. Je sais que je le dis à chaque fois que je parle des Kings, mais moi ça me fait halluciner. Ils ont quand même le meilleur offensive rating de toute l'histoire du basket NBA. Ça c'est de la folie. Et moi je trouve que, là je parle beaucoup des Kings et je suis censé parler de Fox, et je trouve que Fox, en tant que fer de lance, il assume vraiment ses responsabilités sans sourciller. Le mec en fait il semble posséder une réelle force mentale. Rien ni personne ne lui fait peur. Et lui aussi, pour sa première fois en playoff, il a pas hésité une seule seconde pour enfiler son costume de super-héros et même regarder Stephen Curry droit dans les yeux. Même si, et c'est ce que j'apprécie aussi, parce que même si lors du match 2, ses shoots de loin, ils ont pas voulu rentrer, il a quand même trouvé les moyens pour peser autrement, avec des drives et des mid-range, mais aussi en passant 9 ballons, enfin 9 passes décisives. Il a aussi volé 2 balles, et ça a permis aux Kings de choper une deuxième win consécutive à la maison, même si après ça a été plus compliqué pour eux collectivement. Ils sont encore dans la course, et puis rien à dire, la défense des Warriors a beau agir comme des tenailles sur les shooters des Kings qui galèrent un petit peu là sur cette série, mais moi je trouve que Fox, malgré ça, malgré cette bonne défense de Golden State, il trouve bien souvent les solutions pour briller, et aussi pour faire briller les autres, en tant que vrai maestro de ce jeu de Sacramento, et ça j'apprécie. Allez, si je veux être un petit peu sévère, je me dis qu'il lui manque encore peut-être un tout petit peu de discipline pour qu'on le considère comme un super-héros majeur, en tout cas pour qu'il coche toutes les cases et qu'il confirme tout, mais pour ça je vais pas lui en vouloir. Moi je peux tout à fait mettre ça sur le dos de ses 25 ans et de son inexpérience en playoff, pas de souci avec ça, malgré ce petit manque de discipline, ce qu'il fait, moi je trouve ça phénoménal. Et puis voilà, de toute façon il faut être complètement sévère pour ne pas être convaincu par ce que montre Fox depuis le début de ses playoffs, moi je trouve. Puis j'en ai même pas parlé, c'est vrai que j'aurais pu en parler pour Devin Booker juste avant, parce que c'est très bien aussi, mais j'apprécie les efforts défensifs que Fox fait sur Curry depuis le début de cette série. En fait, il l'a dit lui-même, avant le scoring, c'est même son principal point de focus sur ce premier tour de playoff, de défendre et d'essayer de limiter Curry. Et là, il l'a dit lui-même, il se rend compte à quel point c'est usant de coller tout au long d'un match un meneur qui court partout comme ça, qui est mobile aussi et qui est aussi talentueux off-ball que les Stephen Curry. Mais peu importe, on a un Fox qui continue, qui donne tout et qui arrive même à conserver suffisamment d'énergie pour performer en attaque. Moi, je trouve ça fort. Et puis la vérité, c'est que sans parler de stopper Curry, c'est quasi impossible. On voit que quand même Fox, sur certaines phases, même si Davion Mitchell l'aime bien quand il rentre à sa place ou quand il joue à ses côtés, mais moi ce que je vois, c'est que Fox, quand il est sur Curry, il arrive au moins à minima à gêner un petit peu son vis-à-vis, qui lui est pourtant si expérimenté dans ses grands moments. Et pour ça, je trouve que Fox aussi, on n'en parle pas assez, on parle que de son attaque, mais je trouve que Fox défensivement, il mérite aussi un petit peu de respect. Et puis quand tu vois que en fin de match, oui, c'est normal, il peut être rincé de tout ce travail qu'il a abattu des deux côtés du terrain, mais quand même, il arrive toujours à trouver des solutions offensives pour débloquer des situations dans le money time, mais ça mérite peut-être encore plus de respect à mon sens. Donc moi globalement, j'apprécie énormément son attitude, parce que malgré toutes les choses positives qu'il produit, que ce soit offensif ou défensif, mais ça il s'en contente pas. Dans son discours en conférence de presse, il le dit, il parle toujours de ce qu'il peut améliorer, et lors du match suivant, ça se voit qu'il fait tout pour essayer d'améliorer ses failles en tout cas, et de faire mieux, et d'avoir un level plus important. Non vraiment, on a un Fox qui clairement répond aux attentes que j'avais en lui pour ses playoffs jusque là, et
va même sûrement au-dessus de ses attentes, des deux côtés du terrain en plus. Voilà pourquoi je pouvais pas faire autrement que de lui donner une place parmi mes héros de ce début de playoff, parce que j'adore ce qu'il montre d'Aaron Fox, vraiment j'adore. Allez, le suivant, mon prochain héros suivant, c'est Rui Hachimura. Et qu'est-ce que ça me fait bizarre de mettre Rui Hachimura ici parmi mes héros, alors que dans son équipe des Lakers, il y a des gens qu'on connaît, qui s'appellent notamment Anthony Davis ou LeBron James. Et pourtant, c'est bien lui que je vais mettre et que j'ai envie de mettre en valeur aujourd'hui, parce que évidemment, les deux auraient pu mériter aussi, parce qu'ils font du bien à ces Lakers. Mais eux, moi je trouve qu'on les attendait à un gros niveau, et voilà, il faut à peu près le taf qu'on attendait d'eux. Alors que Rui Hachimura, pour moi, il a su mettre sa cape de super-héros, alors que personne vraiment ne le pensait capable d'afficher un tel level en playoff, même si c'est surtout son match 1 à 29 points dans la victoire qui reste dans les mémoires, je trouve, mais depuis il reste quand même très bon, avec une perf à 20 points lors du match 2, et une autre à 16 lors du match 3, alors ok, ça diminue un petit peu, mais peu importe, moi ce que je retiens, c'est qu'il fait ça proprement, avec une réussite au shoot qui montre vraiment le niveau de confiance là actuel du japonais, qui touche plus terre. En fait, le mec il me fait halluciner, je l'ai jamais vu comme ça, que ce soit à Washington ou depuis son arrivée aux Lakers, il prend ses responsabilités en ISO, il joue les mecs en 1 contre 1, comme si c'était Paul George en fait, il va au drive, il balance des turnaround jumpers qui sont impressionnants, et il s'est même transformé en machine d'adresse sur ses shoots du parking, un domaine dans lequel, à 3 points, là, il a 8 sur 10 depuis le début des playoffs. C'est un truc de fou furieux quand même, quand on connaît son adresse habituelle dans le domaine. Là, voir qu'il est quasiment, enfin même, il est à 80% de moyenne, je sais pas pourquoi il a écrit 75, donc il est peut-être pas à 8 sur 10 depuis le début des playoffs, en tout cas, peu importe que ce soit 75 ou 80% de moyenne sur ses shoots à longue distance, c'est quand même un truc de grand malade, et surtout quand t'as pris plus de 10 shoots. Donc là, ça se voit, c'est la deuxième participation aux playoffs de sa vie, après une participation avec Washington il y a 2 ans, et on a un mec qui prend les choses de façon complètement personnelle. Il veut défier Dillon Brooks, qui fait énormément parler de lui depuis le début de la série, et lui, il a juste envie, ça se voit, de tout casser. En fait, il y a encore quelques mois, on s'en rappelle, quand il était encore à Washington, on parlait d'incertitude sur sa santé mentale. Apparemment, il a quand même connu quelques passages dépressifs assez profonds, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On a un Hachimura qui semble au top, et comme je dis, j'ai jamais vu comme ça. On a un Desmond Bane en plus après le match 1 qui a réveillé la bête, qui avait dit dans les médias que ok, il avait fait un bon match 1 mais que jamais il referait une perf comme ça, et que bon, au bout d'un moment il fallait se calmer sur le dossier Hachimura. Et lors de la confrontation suivante entre les deux équipes, on a un japonais qui en a à nouveau planté 20 et tout en trash talkant Desmond Bane. Tout ça c'est plutôt cool. En fait, moi je trouve que Hachimura là, dans son costume de super-héros, je le trouve méconnaissable vu comment il se surpasse en tournant à plus de 21 points par match. Après visiblement, c'était quand même le plan de la défense des Grizzlies de forcer Hachimura à prendre des shoots lors du Game 1. Mais vu sa réussite, ils ont été obligés de revoir un petit peu leur copie, parce que souvent, en fait, on voyait, il y avait son défenseur qui l'abandonnait un petit peu au périmètre pour aller trapper sur LeBron ou sur AD. Et ça permettait à Hachimura d'avoir des shoots, probablement peut-être les plus ouverts de sa carrière en playoff. Mais sur le match 2, du coup, ça n'a plus été possible. On a essayé de mettre quelqu'un un peu plus sur son dos. On a tenté Luke Kennard, et ça a été une catastrophe, parce que autant Kennard, c'est un excellent shooter, autant en défense, il a pas les outils pour limiter Hachimura, parce que Hachimura, là, il nous montre des skills en 1 contre 1, il nous les dévoile match après match, et c'est assez fou, moi, je trouve. Après, c'est sûr, je sais pas si ça va pouvoir durer, vous me donnerez votre avis, mais il y a quand même des limites, parce que quand il se met en tête de scorer, on le voit, il pense vraiment qu'au panier, il lâche que rarement la balle, on le voit, il est à une passe décisive de moyenne par match, vraiment, il voit que le cercle, et si pour le moment son adresse est au rendez-vous, pas sûr qu'il puisse continuer les playoffs avec autant de réussite, surtout si les défenses se resserrent un petit peu plus sur lui qui a un petit peu de mal à passer la balle de temps en temps. Cependant, moi jusque-là, j'avais quand même envie de le mettre en valeur aujourd'hui, je kiffe ce qu'il fait dans son slip rouge de super-héros là, et même si, ok, c'est pas le leader offensif des Lakers, pour moi c'est celui, en tout cas dans l'équipe, qui a réussi le plus à faire step up son niveau de jeu là pour les playoffs, et voir que son apport, déjà, moi je trouve ça fou, oblige la défense des Grizzlies à s'adapter pour le bloquer, voir qu'il y a une équipe qui est obligée de s'adapter à l'apport offensif de Rui Hachimura, ce qui en plus potentiellement pourrait ensuite offrir plus d'espace à LeBron et AD, moi ça me satisfait, et ça me laisse penser que oui, toute l'année il nous a fait une Clark Kent en étant en civil, en rasant les murs et en montrant rien à personne, et là ça y est, il est passé dans sa cabine téléphonique, Rui Hachimura, il a mis sa cape et son slip, et il est excellent, je trouve. En fait, personne ne s'attendait, ou en tout cas, si vous y attendiez, levez la main et dites-moi qui vous êtes, je vous demanderai peut-être des conseils pour les pronostics de la suite des playoffs, mais voilà, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un tel premier tour, en tout cas un tel début de playoffs, et voilà pourquoi, à mes yeux, en tout cas, je sais pas s'il va continuer, mais en tout cas jusque-là, il méritait amplement sa place parmi mes héros d'aujourd'hui, en tout cas de ce début de playoffs, donc félicitations à Rui Hachimura.
Quatrième joueur pour aujourd'hui, mon quatrième héros, c'est Tyrese Maxey. Et dans ma sélection du jour, voilà maintenant le seul joueur qui, au moment de ce live, a déjà vu son équipe de qualifier, parce que les Sixers ont sweepé les Nets. Et lui, c'est un petit peu comme Hachimura, c'est clairement pas le leader de son équipe, vu qu'il joue avec l'un des favoris pour le trophée MVP, Joel Embiid. Il joue aussi avec le meilleur passeur de cette saison, James Harden, et même un Tobias Harris, qui dans son rôle de couteau suisse, je trouve excellent en playoff. Pourtant, celui qui m'impressionne le plus à Philadelphie depuis le début de cette post-season, malgré ses 22 ans et son jeu à risque, c'est Tyrese Maxey, même si j'ai une petite pensée pour Tobias Harris et même Paul Reed. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que si on parlait de héros et de mecs qui ont vraiment su élever leur niveau de jeu quand ça comptait, je pense que celui qu'il fallait mettre en valeur du côté de Philadelphie, c'était Tyrese Maxey. En fait, dans la série face aux Nets, une équipe qui a décidé d'envoyer tout son effectif sur Joel Embiid, celui qui a pris le relais, qui a vraiment augmenté son niveau de jeu en enfilant ce costume de super-héros pour empêcher les Sixers de tomber dans le piège que voulait leur tendre Brooklyn, c'est pas James Harden, c'est un petit peu Tobias Harris, mais c'est surtout Tyrese Maxey. Alors ok, ces chiffres sont pas beaucoup plus hauts que ceux qui livraient en saison, et la différence est pas folle du tout. Par contre, ce que je trouve fou, moi, c'est son impact, vraiment, et ça se voit au-delà des chiffres, dans cette espèce de guerre de tranchées qu'il y a eu entre les Nets et les Sixers, où il y avait des coups qui pleuvaient dans tous les sens, et où souvent les arbitres ont semblé dépassés, et ont pris des décisions un petit peu à la va-vite. Par exemple, je pense que Joel Embiid aurait complètement dû être exclu quand il a mis son coup à Nick Claxton, mais peu importe, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, je trouve que le jeune arrière, il a profité de tout ce vacarme un petit peu, il a laissé les autres se mettre des coups pour lui faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire prendre des shoots, prendre ses responsabilités et être très bon. Parce que déjà oui, il a commencé calmement avec un match 1 à 13 points, mais ensuite il a pris feu, il a mis 33 points à 13 sur 23 au match 2, et ensuite au match numéro 3, il nous a réalisé l'un des money time de sa vie. Et c'est ça qu'on demande, je trouve, à un héros, et c'est pour ça que moi je le mettais aujourd'hui. Élever son niveau de jeu quand ça compte le plus pour essayer d'aller chercher la win, et ça, Maxey, devant le public des Nets, là au match 3, il l'a fait sans jamais bégayer. On avait une rencontre qui était super serrée dans le dernier quart, et lui, il a mis 10 points consécutifs dans le money time, c'est lui qui prenait toutes les responsabilités, il avait une espèce de côté inarrêtable avec le cercle qui avait l'air grand comme un océan, il avait une confiance en lui de ouf, vu la difficulté des tirs qu'il a rentré à ce moment-là du match, et ça, je trouve ça assez impressionnant. Après, c'est sûr, parfois, sur certaines phases, on sent qu'il cherche un petit peu comment impacter le jeu encore en étant entouré de joueurs qui sont quand même bien ball dominant, comme Joel Embiid ou James Harden, mais souvent, en fait, il lui suffit d'un déclic pour pouvoir se mettre en route. Il fait une contre-attaque réussie, il marque un end-one, et puis ça suffit, c'est parti, l'interrupteur est allumé, et là il se met en route, et à seulement 22 ans, sur de longues séquences, moi je trouve qu'il peut déjà prendre le contrôle d'un match, avec une réussite, et une prise de décision aussi qui sont fort respectables. En fait, quand il arrête de réfléchir, quand il arrête de douter, et qu'il joue libéré, comme c'est le cas dans ses playoffs, je trouve, on a un Maxey qui est un pion essentiel chez ses Sixers, et sur ce premier tour, moi je trouve que c'est impossible de pas lui tirer au moins un petit peu son chapeau, tant son impact a permis le sweep, et la qualification au second tour. Il sait faire tellement de choses, des shoots de loin, des shoots à mi-distance, des lay-ups, des flotteurs, main droite ou main gauche en plus. Il peut se démarquer off-ball, il peut dégainer en catch and shoot, il peut faire des pull-ups, il peut marquer après des step-back aussi. Il a une panoplie qui est assez immense, moi je trouve, pour marquer des points. Et si on rajoute à ça son petit côté mobilette pour partir en transition et marquer des paniers faciles, parce qu'il est quand même assez irrattrapable quand il commence à sprinter, ça en fait des qualités chez Tyrese Maxey qui aident les Sixers. On a un mec qui a une vraie volonté, une vraie bonne attitude, qui sourit beaucoup, qui joue avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, qui baisse jamais les bras, qui a envie de se surpasser lui aussi, et qui, moi je pense, quand il prend un coup de chaud, peut vraiment renverser la tendance d'une rencontre, comme ça s'est vu lors du match 3 face à ces Nets. Et ça, moi je trouve que Doc Rivers, ça lui fait du bien, parce qu'il en a rudement besoin, vu les difficultés qu'ont causé la défense des Nets, justement, en faisant une trappe qui a été très efficace sur Joel Embiid, par exemple. Donc s'il continue sur ce rythme, attention, parce que les finances des Sixers pourraient prendre un coup, parce qu'on a un Maxey qui pourrait bien toucher le pactole cet été. Ça parle déjà d'un contrat sur plusieurs années à 200 millions. Donc ça, c'est pour l'idée de le prolonger avant de tester le marché des agents libres en 2024. Donc ça, on verra s'il y arrive, mais en attendant, clairement, il va devoir continuer sur ce rythme, et si à chaque match disputé, on a un gamin qui nous sort le costume de super-héros, comme il est capable de le faire, et comme il l'a fait déjà contre les Nets, pour exploser dans les money time, on a des Sixers qui pourraient finalement être très difficiles à battre dans les derniers quarts, tant le danger pourrait venir de partout, et notamment de Tyrese Maxey. Donc ouais, c'est ça, malgré tout le talent qu'il y a dans cet effectif de Philly, cet effectif que je tenais à récompenser aujourd'hui, vu que c'est la seule qui s'est qualifiée via un sweep au deuxième tour, eh bien c'est Tyrese Maxey, à mon sens, qui a joué le plus le rôle de super-héros
0 chez ses Sixers lors de ce premier tour de playoff. Donc ouais, je trouvais ça amplement mérité de le mettre un petit peu en valeur parmi mes super-héros de ce début de playoff. Mon héros numéro 5, Jamal Murray. Et là c'est pareil, hein. Qu'est-ce que ça fait plaisir en vrai, et j'étais obligé de le mettre. En fait, on se rend compte que la bulle, c'était il y a 3 ans déjà, et depuis cette bulle de 2020 qui a eu lieu à Disney, là à Orlando, on a un Jamal Murray qui en a connu des choses, et notamment une rupture des ligaments croisés au genou. Et après une saison, cette saison, la 2022-2023, dans laquelle il a mis du temps quand même pour retrouver son niveau, je trouve qu'il est monté de façon crescendo. Et là, beaucoup étaient curieux, moi y compris, de voir si, une fois les playoffs arrivés, on aurait un meneur canadien qui, comme il avait fait en 2020, serait capable de ressortir son slip rouge pour porter son équipe et faire des perfs de grands malades comme il l'avait fait justement à cette époque-là. Et bien, après 4 matchs des Denver Nuggets, là, qui mènent 3-1 pour le moment, là, au moment du live, je crois qu'on a notre réponse. C'est un oui total. Après un match 1 qui a été très correct, dans lequel il avait quand même fini à 24-8-8, 24 points, 8 rebonds et 8 passes, il a sorti une masterclass de chez masterclass au match 2, avec 40 pions à 13 sur 22 au tir et 6 sur 10 à 3 points. Boum, c'est quand même assez violent. Aujourd'hui, chez les Nuggets, il est quand même le joueur qui a le plus de fois atteint ou dépassé la barre des 40 points dans toute l'histoire. Et ça, moi, je trouve que ça classe un homme quand même, quand tu sais qu'il y a des Alex English, des Carmelo Anthony ou même des Nikola Jokic qui sont passés par là. Jamal Murray a réalisé plus de matchs à 40 points ou plus dans son histoire en playoff. Et ça, je trouve que c'est assez fou. Et ça montre à quel point Jamal Murray, dans la post-season, il est capable de devenir une machine au scoring. Et ce que j'apprécie, c'est que même quand on regarde le match 3, où son tir de loin avait l'air un petit peu déréglé, finalement, il a su peser autrement, en délivrant quand même 9 passes décisives. Et si les Nuggets menaient 3-0 au bout de 3 matchs, avant de se faire rattraper un petit peu en menant 3-1 maintenant, avec un Jokic qui au scoring était peut-être un petit peu moins en vue que d'habitude, parce qu'il donnait pas l'impression d'avoir vraiment à forcer, c'était en grande partie grâce à Jamal Murray qui lui marquait tous les points qu'il fallait et permettait à sa team de win. Et puis au final, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que lors du match 4, dans lequel on a un Joker qui a quand même scoré 43 points, et finalement on a des Nuggets qui ont perdu, avec un Murray qui lui était à 19 points à 8 sur 21. Je me dis que de là à dire que pour que Denver gagne en playoff, il faut peut-être un Murray en scoreur élite et un Jokic qui fait peut-être tout le reste, plutôt que tout passe par lui, il y a qu'un pas finalement. Peut-être que c'est bien quand Jokic score pas trop, qui prend des rebonds, qui fait des passes et qui organise le jeu, et que c'est Murray qui finalement met le plus de points. Et puis même si je veux être complet en plus des points, si je veux vraiment rajouter des choses, je trouve même que le Canadien, il a fait des progrès, vraiment globalement. Aujourd'hui, je le trouve toujours aussi tranchant au scoring qu'en 2020, ou pas loin en tout cas, mais je trouve qu'il a surtout gagné en maturité. Il fait des choix qui sont plus réfléchis, et je trouve qu'il pèse beaucoup plus dans le jeu collectif des Nuggets, et dans le playmaking. Et moi, tout ça, ça m'impressionne. Et voir que ça se confirme en playoff, c'est cette bonne progression qui se dévoilait quand même déjà cette saison, mais ça me plaît encore plus. Il joue davantage le pick and roll que ce qu'il le faisait avant. Il est plus patient, il utilise de mieux en mieux ses dribbles, et ça lui donne encore plus l'occasion d'avoir de l'impact sur demi-terrain en tant que porteur de balle. Parce qu'avant, c'était quand même un adepte du jeu rapide, et pour marquer des points, il était plus obligé de prendre les autres de vitesse ou de balancer une espèce de pull-up en step back qui partait de n'importe où. Aujourd'hui, sa patience lui permet d'avoir quand même de nouvelles armes qui sont fort appréciables justement dans la gestion du jeu des Nuggets, où je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place. Et puis après, il suffit d'observer la variété de ses moves et de sa panoplie qui vient vraiment faire le reste. Et comme le dit de toute façon, Jokic l'a dit, et je trouvais ça vachement intéressant, dans la façon de diriger une attaque, Jamal Murray, aujourd'hui c'est vraiment un meilleur joueur qu'à l'époque de la bulle. Et puis en plus de ça, il est face à Mike Conley. Je pense que Jamal Murray, ça doit être la bête noire de Mike Conley, parce que déjà en 2020, rappelez-vous, c'était lui qui défendait au Jazz sur Jamal Murray quand Jamal Murray prenait feu. Et face à lui, clairement, on a un Murray qui se régale, quel que soit le maillot que Mike Conley va porter. Il doit en avoir marre, Mike Conley, de se prendre la foudre par Murray en playoff. Mais c'est comme ça, en tout cas, il y arrive, il a trouvé les failles, et on sent que sur lui, Murray, il a l'ascendant psychologique. On sent que face à lui, il a un boost de confiance, et qu'il peut se permettre aussi de prendre des shoots hyper difficiles qui vont rentrer avec beaucoup plus de réussite que ce qui serait attendu. Pourtant, on le sait, Mike Conley, c'est quand même loin d'être un peintre dans le domaine défensif, mais face à lui, on a un Murray qui est trop vif, trop costaud, trop adroit, et surtout trop en confiance. Ceux qui pensaient que c'était juste l'atmosphère particulière de la bulle, j'ai envie de dire, qui avait poussé Murray à se dépasser en 2020, ils se rendent compte aujourd'hui, je pense qu'ils se sont trompés. Les playoffs, c'est le moment de Jamal Murray, c'est le moment où il se surpasse aussi, où il enfile son costume et il défonce tout, avec une faculté à briller, là, dans les grands moments que je trouve étonnante. Et quel parcours pour lui, chapeau vraiment, quand on voit toutes les épreuves qu'il a dû traverser après sa rupture des ligaments croisés. Il a fait 2 campagnes consécutives sans playoffs, même si les Nuggets les ont fait, lui, il était sur le côté, et malgré ces 2 ans d'absence en post-season, je trouve qu'aujourd'hui, il montre
montre qu'il a pas du tout perdu sa gouaille et son aura même qu'il peut avoir en post-season. Et ça, croyez-moi, s'il continue sur ce rythme effréné, ça pourrait vraiment sortir les Nuggets de pas mal de situations qui puent et leur permettre de rêver d'un excellent parcours. Et ça, si ça arrive, je pense qu'à coup sûr, ils pourront remercier Jamal Murray qui, au meilleur moment de l'année, aura su lui aussi enfiler son slip rouge de super-héros pour porter Denver. Chez les Nuggets, je pense que si on veut avoir des ambitions, il faudra trouver des lieutenants sûrs à Jokic, et je pense que Murray, il peut sans aucun souci assumer ce costume de gros scoreur qui en plus de ça saura mettre les shoots clutch pour sceller un match tout en dirigeant l'équipe de mieux en mieux. Donc oui, pour moi, il répond à toutes les conditions pour faire partie des super-héros que je voulais mettre en valeur aujourd'hui, Jamal Murray, et GG pour son gros début de playoff. Mon 6e héros aujourd'hui, 6e et dernier héros, comme vous le voyez sur le visuel, c'est Russell Westbrook. Et voilà, moi je trouve que, je sais que j'ai beaucoup valorisé pour l'instant les performances collectives, et clairement on a des Clippers qui pour l'instant sont un petit peu en difficulté face aux Suns, collectivement. Mais peu importe, je tenais à faire une place à Russell Westbrook parmi mes héros du jour. En fait, le mec a tellement été critiqué ces 2 dernières saisons que moi, ça me fait du bien aujourd'hui de choisir de parler de lui en soulevant essentiellement des éléments positifs cette fois-ci. J'ai été le premier à le critiquer quand ça allait pas, et il y en a d'autres qui sont allés bien plus loin que moi, je vous vois dans le chat, mais là, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence et se rendre compte du niveau qu'il a dans ses playoffs qui fait plaisir à voir. En fait, il faut pas le cacher, parce que suite à son passage aux Lakers, c'était quand même difficile d'être sûr du fait que Westbrook pourrait encore un jour peser sur un match de playoff à haut niveau. J'avais fait un petit hot react quand même, où je disais que j'y croyais plus ou moins à son arrivée à Los Angeles, en tout cas chez les Clippers, mais j'avais aucune certitude absolue. Et là maintenant, difficile d'avoir des doutes là-dessus, parce que non seulement il pèse sur les matchs, mais en plus de ça, je trouve qu'il pèse sur toute la série, avec un volume de jeu qui est immense, une motivation qui fait plaisir, et une espèce d'esprit, comment on dit, de fighting spirit, qui lui permet de porter tous les Clips dans son sillage en tant que leader, et je kiffe ça, parce qu'il le fait malgré toutes les difficultés que l'équipe rencontre, en raison des blessures de Kawhi Leonard et Paul George. C'est lui qui prend le relais, et aussi bien, je trouve, dans l'attitude et dans le leadership que dans le jeu. En fait, en l'absence des 2 leaders des Clippers, clairement, il y a besoin de scoring, de leadership et d'énergie dans le 5 de départ. Et Tyronn Lue, là, je crois en ce moment, il doit remercier fort ses dirigeants d'avoir réussi à récupérer Russell Westbrook sur le marché des buyouts. En fait, ça s'est vu. Déjà lors du match 1, on avait un meneur qui était tout plein d'énergie, mais qu'il avait du mal à canaliser. Il a pris 11 rebonds, il a fait 8 passes décisives, mais son adresse à 3 sur 19 au tir, elle a été catastrophique. N'empêche que, dans le seul match qui a été gagné par les Clippers dans cette série, il a énormément pesé, que ce soit dans tous les autres secteurs que le scoring. Et de toute façon, le scoring, on avait Kawhi Leonard qui gérait ça. Mais ensuite, je trouve qu'il a vraiment très très bien redressé la barre. Il est monté en puissance tout au long de la série, il s'est mis à prendre confiance, il s'est même mis à avoir une adresse remarquable à 3 points, plus de 40% pour Russell Westbrook depuis le début des playoffs. On n'a pas l'habitude de parler de tel pourcentage derrière la ligne avec lui, et surtout, il s'est mis à scorer de plus en plus. 28 points lors du match 2, 30 points lors du match 3, et là, 37 lors du match 4. Le mec, vraiment, il a su élever son niveau de jeu de plus en plus pour prouver à la terre entière que non, il n'était pas fini. Donc c'est sûr, ces 3 matchs-là, les 3 dont je viens évoquer les perfs, ces grosses prestations n'ont pas suffi aux Clippers pour gagner. Mais qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Westbrook lors de ces 3 matchs qui ont été perdus ? Rien, je trouve, ou pas grand-chose. Son match 4, là, dans le Money Time, c'était une masterclass. Parce qu'à l'époque des Lakers, oui, on le sentait, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais on le sentait pas dans son assiette, comme s'il était un peu rongé par le stress, rongé par la pression, cette espèce de nécessité constante de bien faire, de sentir qu'il était pas forcément le bienvenu, et que dès qu'il bougeait le petit doigt, il serait critiqué. Je pense que ça a influé sur son niveau. Et aujourd'hui, depuis qu'il est chez les Clippers, je le sens plus calme, je le sens plus posé, et surtout plus libre. Il est conscient de ses forces, il est conscient de là où elles peuvent l'emmener, ses forces, et ça, il en joue bien. Voir qu'il peut scorer 37 points en playoff comme il l'a fait au match 4 sans tenter un seul lancer franc, moi je trouve que c'est parlant, parce que quand on connaît le jeu de Russell Westbrook, qui se base souvent sur les drives et potentiellement la provocation de faute, là on voit qu'il arrive à performer sans trop forcer, ou sans trop insister dessus, dans la mesure où là il n'a pas besoin d'aller chercher ça, parce que ses tentatives de shoot à mi-distance, ou ses tentatives à 3 points, de manière générale, il les rentre bien plus que d'habitude en tout cas, et ça c'est grâce à sa confiance, et je pense que là depuis le début de ses playoffs, il est vraiment en train de monter en régime au niveau psychologique. Et dans les Money Time, c'est pareil. Dans le match 4, il suffit de regarder, tout passait par lui chez les Clippers en fin de match. C'est lui qui faisait des pieds et des mains pour tenter de ramener son équipe à 2-2 dans la série. C'est lui qui prenait les shoots de patron, et bien souvent, en plus de ça, ça rentrait. Moi, je me rappelle le 3 points qu'il prend là, à 45 degrés, ou entre 45 degrés et la tête de raquette. Tu vois là la confiance qu'il a en son geste, il garde les mains levées jusqu'au bout, et tu sais qu'il le savait lui aussi que ça allait rentrer, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Russell Westbrook comme ça. Alors même si bien sûr ça n'a pas fonctionné, parce qu'on a les
Clips qui reste sur 3 défaites de suite. Moi je pense que on pourra que louer l'énergie qu'il a mise pour tenter d'accomplir cette tâche du mieux possible. Aujourd'hui on a un Westbrook qui a la confiance de son coach, qui peut jouer librement, et tout ça il le rend bien aux Clippers. Il fait preuve d'une attitude de compétiteur qui est remarquable, je trouve, d'une agressivité qui rappelle ses meilleures années finalement au Marsupilami. Et en l'absence des deux stars, je trouve que lui aussi il a montré qu'il était capable d'enfiler ce slip rouge pour devenir le leader de ces Clippers, le go-to guy, qui est capable de donner au moins un petit peu d'espoir à sa franchise, malgré le fait qu'elle soit quand même décimée au niveau de l'effectif. Et ce que j'aime, c'est qu'en plus de ça, oui, il score, oui, il gère tout de A à Z, mais il peut s'adapter aux autres. Il peut aussi également faire croquer ses coéquipiers et de s'adapter à leur coup de chaleur. Ça a été le cas par exemple avec Norman Powell lors du match 3 quand Powell a mis 42 points. Les deux ont très bien joué ensemble, et pour ça, je trouve que Westbrook, il faut lui tirer notre chapeau encore. Ça se voit de toute façon, cette saison, là depuis qu'il est aux Clippers, il donne tout jusqu'à sa dernière goutte de sueur, et j'adore ça, cette mentalité-là, cette envie, elle fait trop plaisir à voir. Aujourd'hui, je trouve qu'il est en train de réobtenir le respect de toute la ligue. Tout le monde est en train de s'en rappeler, on a vu les déclarations de KD aussi qui expliquaient à quel point il avait été critiqué de façon injuste, et même si sans Kawhi et sans Paul George, ça suffit pas, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il produit, ça suffit pas pour mettre les Clippers dans une situation favorable à l'heure actuelle dans l'espoir de se qualifier pour le deuxième tour. Rien n'est perdu encore, et ça je pense que s'il y a de l'espoir, c'est quand même en grande partie grâce à lui. C'est pour ça que je tenais réellement à le mettre en avant, à le mettre en valeur aujourd'hui au vu de ce qu'il fait. Je trouve que Russell Westbrook mérite, après tout ce qu'il a traversé, et cette version de lui là qui est pleine d'énergie, pleine de confiance, je trouve qu'elle fait définitivement plaisir à voir. Alors j'espère que ça va continuer du côté du meneur de jeu. Épilogue. Et donc là, du coup, on arrive, maintenant que je vous ai présenté mes 6 héros, on va voir ce que vous, dans le chat, vous avez voté et à quel point vous croyez aux joueurs pour continuer par la suite. Et parmi les 6 héros, et je vous rejoins totalement, celui auquel vous croyez le moins pour continuer à ce niveau assez exceptionnel, c'est Rui Hachimura. Et j'avoue que c'est compliqué de se dire qu'il va continuer à tourner à plus de 66% au tir et plus de 75% à 3 points en étant si peu défendu. Bien sûr qu'il va y avoir des adaptations sur lui, bien sûr qu'il n'aura pas la défense des Grizzlies qui le laisse tout seul à chaque fois, et bien sûr que peut-être qu'à un moment il va connaître une crise d'adresse. Donc vous êtes que 18% à penser qu'il va continuer à ce niveau-là, et je vous rejoins, même si pour moi il mérite son slip rouge des héros de ce début de playoff, je le vois difficilement continuer à ce niveau. Pour moi là pour l'instant il est surtout en sur-régime, et même si j'adore ce qu'il fait, ça va être compliqué de continuer sur le même rythme. N'empêche que ce que j'apprécie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même s'il continue pas sur le même rythme, maintenant il faut être conscient que toutes les défenses, quels que soient les adversaires, vont devoir se méfier de Rui Hachimura, et ça peut laisser des espaces aux autres joueurs des Lakers, et ce serait pas négligeable. Donc ouais, Rui Hachimura, même s'il continue pas à ce niveau-là, moi je suis persuadé qu'il continuera quand même à être très utile chez les Lakers. Ensuite, Tyrese Maxey, c'est celui, le deuxième en quel vous croyez le moins, mais il y a quand même un gros gap, parce que vous étiez seulement 18% à penser que Hachimura allait continuer sur ce rythme, et là vous êtes quand même 69% à penser que Tyrese Maxey va continuer sur ce rythme. Après voilà, 50% à 3 points, c'est pareil, c'est assez exceptionnel, pas sûr qu'il continue à scorer autant. N'empêche que vous êtes plus de la moitié à y croire, et c'est sûr qu'il a montré de vrais progrès. En termes de scoring, c'est une vraie machine, lui aussi très polyvalente. Enfin, on sent que le scoring il l'a dans le sang, c'est ce qui fait le mieux, Regardez, de toute façon les autres colonnes statistiques sont pas super remplies, mais c'est ce qui fait le mieux, et les Sixers ont besoin de ça, justement, une arme qui quand les défenses vont trop se resserrer sur Joel Embiid, sur James Harden et sur Tobias Harris, pourra prendre ses responsabilités sans réfléchir pour faire changer le cours d'un match, et tant que Maxey fera ça, ça sera une vraie plus-value pour les Sixers, donc c'est pour ça que vous êtes tant à y croire. Ensuite vient Russell Westbrook, qui est exceptionnel, clairement, depuis le début de ses playoffs, mais vous êtes j'allais dire seulement 72% à penser qu'il va continuer. Ça veut dire que vous pensez qu'il va continuer, alors pas forcément dans ses playoffs, parce que comme beaucoup l'ont dit dans le chat, les Clippers vont peut-être se faire éliminer au premier tour, en tout cas les tendances vont dans ce sens, mais peut-être pour la saison prochaine, et vous pensez que là, vous êtes 72% à penser que là, ce qu'il est en train de montrer en playoff, ça peut être de bon augure pour l'aider à trouver un bon contrat l'année prochaine et continuer sur ce bon rythme-là, en espérant que ce passage aux Lakers, c'était un accident de parcours, et que maintenant il va pouvoir tout péter à nouveau aux Clippers, donc c'est ce qu'on lui souhaite. Arrive en numéro 3, donc sur le podium, le troisième en quel vous croyez le plus, c'est Devin Booker, 73% à penser qu'il va continuer sur ce rythme. Ça veut dire un rythme quand même sacrément élevé, parce qu'il a 35 points par match, mais pourquoi pas, vu que, comme je disais, vu comment il s'adapte super bien au jeu de Kevin Durant, vu comment il profite des espaces aussi, il n'y a pas trop de raison, moi je trouve, qu'il baisse de niveau, et pour l'instant, je trouve que quand c'est Kevin Durant qui est assis dans le siège passager, qui s'adapte à tout, et que c'est Devin Booker qui conduit, avec un Chris Paul à la manette qui va lui faire en sorte que toute la mécanique de la voiture soit vachement bien huilé, ces Suns y fonctionnent bien, et pour le moment, tant que les défenses seront obligées de se focus sur KD,
principalement. On a un Devin Booker qui pourrait continuer à être excellent, même si effectivement là il profite quand même bien de l'absence de Kawhi Leonard et Paul George, parce que peut-être que s'il avait eu un Paul George sur le dos, ça aurait pas été la même. Mais peu importe, pour l'instant il est très bon, et vous êtes 73% à penser qu'il va continuer. 78% à penser que De'Aaron Fox va continuer sur ce rythme aussi, un rythme qui est assez excellent, mais là vous êtes tous persuadés qu'il a passé un step cette saison, et que finalement il fait que confirmer ce qu'il a fait dans la saison régulière. Donc moi je comprends ceux qui pensent qu'il va continuer à ce rythme là. Bravo, hein, c'est un mec qui a 3 poumons, comme je disais, qui arrive aussi à se défoncer en attaque qu'en défense, qui arrive même à être présent pour trouver encore de l'énergie dans le money time, parce qu'on sait que c'est le joueur le plus clutch de la NBA. Donc let's go, qui continue, franchement c'est, comment il dit, SCH, fil de gauche, appel de phare, c'est parti. Ben, c'est tout ce que je souhaite à De'Aaron Fox, parce que c'est une belle aventure qui vit et personnellement et collectivement. Et enfin, celui auquel vous croyez le plus, c'est Jamal Murray. Vous êtes 86% à penser qu'il va continuer à ce niveau-là, parce que vous le savez, les playoffs c'est son niveau, vous croyez, enfin c'est là où il brille le plus, il a plus de 25 points par match, vous êtes même plusieurs à penser qu'il peut tourner à plus de 27, 28, 29 points par match. En plus de ça, il fait bien circuler la balle, il fait des choix super intelligents, il s'adapte bien aux défenses, il fait de bonnes passes. Un vrai complément à Jokic qui adore ces moments-là, et comme vous le disiez, hein, si les Nuggets vont loin, on risque de voir longtemps un Jamal Murray qui performe comme ça, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, parce que depuis le début de ces playoffs, il est très beau, le jeu que joue Jamal Murray, et donc pour vous, c'est le héros de ce début de playoff qui a le plus de chances de conserver son slip rouge pendant longtemps, et après tout ce qu'il a vécu, lui aussi, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà pour ce qui est de mes super-héros de ce début de playoff NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Ça vous a plu? Qui est-ce qui vous a marqué, vous, particulièrement? Dites-moi ça en commentaire, donnez-moi son nom, histoire de comparer vos tendances avec les miennes. Je veux connaître vos choix, vous aussi. Je vous rappelle également que si vous voulez suivre toute la post-season, l'intégralité de ces playoffs, vous pouvez vous abonner au NBA League Pass pour seulement 17,99€ avec mon lien que vous trouverez dans la description. C'est un soutien direct à la chaîne. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne et on active la cloche sur YouTube, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement, le watch time et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, n'hésitez plus, toutes les infos, là encore, seront dans la description. A très vite.